Sunday Production. On peut tout imaginer. Moi, là, si je ferme les yeux et que j'ai envie de m'imaginer gagner une médaille olympique aux 100 mètres, ben, je peux. Et en fait, tout part de là. Et donc, moi, j'adore faire parler mon imagination. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'imagine va se réaliser, mais ça veut dire qu'à un moment donné, j'ouvre des portes dans mon cerveau, je construis des nouvelles routes. Et c'est grâce à l'imagination qu'on arrive à construire des nouvelles routes qui nous emmènent vers vers des objectifs ou vers d'autres chemins. Il n'y a pas de loi contre ça et au contraire. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Antea Juin aujourd'hui. Bonjour Antea. Bonjour. Très heureux de pouvoir échanger avec toi sur le podcast Ultra Talk. Alors, ça fait longtemps que je t'avais sur mon petit listing d'invités. Donc, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de discuter, mais sur un autre podcast qui est pour la capsule santé, avec un podcast que je vous conseille d'écouter sur la préparation mentale, sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, qui est sorti il y a quelques jours au moment où on enregistre. Donc voilà, j'ai déjà un petit aperçu de mon fil conducteur. Donc, un grand merci à toi pour ta dispo. Quelques Merci à jours, toi de m'avoir invité. Ouais. quelques heures, tu viens de me le dire juste avant d'ouvrir les micros, avant un grand voyage pour des vacances bien méritées sur une très belle île où tu vas pouvoir probablement t'exercer à ton activité sans le moindre problème dans un décor féerique. Et puis, Antea, comme je le fais à chaque fois, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour les auditrices et auditeurs ? Alors moi je m'appelle donc Antea comme tu l'as dit, j'ai 33 ans maintenant, j'habite à Annecy et je suis une coureuse. Alors j'ai pas toujours été une coureuse, à la base je suis plutôt une handballeuse. Moi j'ai fait un sport de gymnase toute ma vie avant de découvrir la course à pied en 2019. Donc c'est vraiment une passion qui est arrivée sur le tard et aujourd'hui voilà je me lance des défis plutôt autour de l'ultra endurance en course à pied et en montagne. Et dans la vie, puisque je ne suis pas que coureuse, hein, je fais de la préparation mentale. Donc, j'accompagne des athlètes dans la recherche de performance, mais aussi dans la recherche de bien-être, hein. Et donc, j'accompagne vraiment des sportifs de tout niveau, des sportifs qui préparent les Jeux Olympiques, comme voilà, des sportifs qui se lancent leur premier défi, leur premier marathon, par exemple. Mais c'est vrai, tu l'as dit, hein, on reviendra dessus au cours de l'épisode, mais la prépa mentale ne s'adresse pas forcément qu'aux sportifs. Ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être quelqu'un même qui est en recherche d'emploi. Enfin voilà, la préparation mentale, c'est vraiment créer une atmosphère, une ambiance sur son mindset, mais c'est pas forcément effectivement un sportif de haut niveau qui veut aller chercher de la performance. Donc tu fais bien de le préciser. Mais si on revient un peu en arrière, et je le fais systématiquement, j'aime bien rembobiner l'histoire pour comprendre un petit peu. Il y a rarement de hasard, hein. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on fait aujourd'hui, il y a rarement de hasard. Il y a toujours un parcours qui nous amène à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et petite Antea, donc handballeuse, mais est-ce que Antea a toujours été une compétitrice, une sportive dans l'âme depuis toute petite, ou est-ce que c'est arrivé avec l'adolescence ? Quel a été ton parcours sportif ? Alors oui, c'est arrivé depuis toute petite et pourtant je ne suis pas du tout issue d'une famille de sportifs. Mais alors pas du tout. Donc j'étais un petit peu un ovni dans ma famille. Mais je me suis toujours servi du sport très, très tôt clairement pour sortir de chez moi, pour me défouler. C'était compliqué plus jeune chez moi à la maison. Donc en fait, j'ai testé tous les sports, je voulais tout faire. Donc j'ai fait à la base, enfin j'ai fait du judo, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du tennis. J'ai fait Tu du fais handball. partie, tu fais partie des enfants qui ne savent pas marcher, c'est ça ? Qui ne font que courir dès Ah qu'ils ouais, sortent. voilà, exactement. Et je voulais vraiment tout faire jusqu'à ce que je savais que je voulais aller en sport-études et poursuivre là-dedans. Donc, j'ai dû faire un choix dans le sport. Et donc, j'ai choisi le handball. Mais oui, depuis toute petite, j'ai eu besoin du sport pour me défouler. Alors, j'ai peut-être un petit côté aussi un peu hyperactive, hein, mais aussi pour avoir la sensation que je pouvais accomplir quelque chose. Ça a toujours été pour moi le sport, me dire, OK, si je travaille, je peux faire des choses. Parce que c'est hyper concret dans le sport. Quand on s'entraîne, eh ben, on voit très concrètement un résultat. Et Les résultats, ouais. j'ai toujours adoré ça depuis toute petite.
Ouais, ça c'est intéressant, mais c'est-à-dire que tu savais que tu voulais être dans le sport, mais les études et entrer dans un sport-études, tu savais quel sport tu voulais faire pour accéder à ce sport-études, ou quelque part, j'allais dire, il fallait que tu trouves un sport, mais tu voulais faire sport-études. C'est arrivé à quel moment le sport-études, le fait d'avoir ce statut justement dans ta scolarité? Est-ce que c'est arrivé au collège? Est-ce que c'est arrivé dans les études supérieures? Ouais, c'est arrivé au lycée. Donc je savais que je voulais faire ça. Mais c'est vrai que, bon, sur le sport, à la base, enfin, à l'époque, si je me rappelle, je faisais du tennis et du handball en même temps. Et donc, j'ai dû choisir un petit peu entre les deux sports. Et j'aimais quand même beaucoup plus le handball. Le handball, ça reste le grand amour de ma vie parce que c'est un sport collectif et j'aimais tellement être dans une équipe. Voilà, donc il y Il a y a eu eu ce... ce choix. Ouais, il y a eu ce choix à faire parce que effectivement, le tennis, bah, t'es tout seul t'es tout seul sur le court. Même si tu peux avoir un coach à côté qui t'accompagne, qui te supervise, mais voilà, la prépa, l'effort, la stratégie, même les moments de victoire sont généralement seuls. Voilà, tu es seul face à toi-même dans tes erreurs, mais aussi dans tes réussites. Et donc le hand, ça a été justement cette volonté de partage avec une équipe, avec un team, avec d'autres personnes. Ouais, voilà, exactement. Mais je me souviens qu'à l'époque, enfin, je j'avais pas pris conscience que enfin, en gros, qu'il fallait le vouloir vraiment et qu'il fallait vraiment croire en soi. Et vu que j'ai eu, voilà, j'ai grandi dans un environnement un petit peu, on va dire, compliqué à la maison, j'avais pas encore cette notion de me dire je peux le faire, etc. Donc je savais que je voulais le faire, mais j'avais pas encore la notion que je pouvais le faire. Donc je me souviens avoir passé des sélections et de m'être presque excusée d'être là. Et je me souviens encore, on m'avait demandé dans les sélections, alors que je faisais du handball depuis longtemps, hein, je savais que je jouais arrière, et dans les sélections, ils m'ont dit tu joues quel poste? Et là, je me suis dit, ben, je joue le poste que vous voulez, limite. Alors, ils m'avaient mis pivot. J'ai passé les sélections du pôle en étant pivot. J'avais jamais joué pivot de ma vie. Et donc, du coup, forcément, j'ai pas été prise à la base pour rentrer en sport-études handball, hein, parce que bah, forcément, j'ai joué pivot, j'avais jamais joué. Et donc, je me suis inscrite sur un autre sport-études qui est un sport-études multisport hein, à Besançon, où là, j'ai été prise. Et donc, je me suis inscrite à la section handball, donc en seconde. Et au bout de quelques mois dans cette section handball, ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas passé les sélections du pôle? On te veut au pôle. Et j'étais là, bah, j'ai passé les sélections du pôle, mais vous ne m'avez pas prise. Mais je pense que c'était clairement ma faute, dans le sens où j'avais été incapable de me dire qu'en fait, je méritais d'être là et que je pouvais le faire. Et donc, à ce moment-là, je leur ai dit, bah, écoutez, je suis bien dans mon sport-études, je veux bien aller m'entraîner avec vous de temps en temps. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai quand même pu jouer en National 1, etc. Mais ça a mis énormément de temps à me dire que j'étais capable de faire quelque chose de bien dans le sport. Et avec le recul, j'ai presque un petit regret de m'être pas dit plus jeune, en fait, j'ai les capacités pour le faire, je peux le faire, je veux le faire et je veux montrer que je peux le faire. Parce que peut-être que, voilà, j'aurais encore plus performé dans ce sport-là. Mais bon, rien n'arrive par hasard et aujourd'hui, j'ai complètement changé mon mindset et je me mets plus aucune barrière, hein. Si demain, j'ai envie de devenir championne de kitesurf et que j'ai jamais fait de kitesurf, je me dirais, bah, si tu veux et que si tu es persuadé que tu peux le faire, ben, vas-y, donne-toi à fond. Voilà, ce mindset, je l'avais pas du tout quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est intéressant ce message. Mais c'est vrai, quand on est jeune, on n'a pas forcément la vision, hein. Si seulement on pouvait avoir l'expérience qu'on a aujourd'hui, mais en étant plus jeune, ça serait beaucoup plus facile. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et Besançon, tu es originaire de cette région? Ouais, je suis franc-comtoise. Ok, Tout à fait, ça doit ok. peut-être s'entendre avec le petit Non, accent. non, c'était pour savoir un petit peu le parcours que tu avais eu. Donc, tu rentres sur ce sport-études, effectivement. Bah, le hand, ça a été toujours ton fil conducteur. Et tu vas jusqu'en National 1. Est-ce que quand tu étais donc au haut niveau français, est-ce que tu étais full-time dessus? Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que tu étais professionnelle? Est-ce que tu étais toujours étudiante? Est-ce que tu avais un job à côté? C'était pendant mes études. Il faut savoir que le handball en France, on en vit quand on joue en D1 et en D2, même en National 1, on n'en vit pas, ou alors très peu. On a voilà, un petit peu de revenus, mais c'est vraiment minime, hein. Donc moi, j'ai fait ça pendant mes études. J'étais en National 1 quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles. Et donc ma vie à cette époque-là était travailler, aller m'entraîner 5 fois par semaine, partir le match le week-end à Toulon, à Lyon, à Strasbourg. Donc j'étais vraiment voilà, dans une discipline absolue à ce moment-là pour pouvoir gérer les deux de front.
Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait cette envie, de par cette passion pour le hand, en TA, est-ce qu'il y avait cette envie d'accéder justement à la D2, à la D1 est-ce qu'il y avait une vision de professionnalisme autour de ça, ou c'est toujours resté pour toi un loisir et un partage avec des amis? Je pense qu'au fond de moi, j'en avais vraiment envie, mais encore une fois, même à 20 ans, parce que j'avais entre 19 et 21 ans à cette époque-là, même si je jouais en National 1, je me disais, j'avais toujours un peu ce syndrome de l'imposteur en me disant, oh là là, mais peut-être qu'ils vont se rendre compte que, en fait, je devrais peut-être pas forcément être là. J'avais l'impression que c'était un coup de chance. J'avais pas, donc, j'arrivais pas moi-même à m'imaginer ou à me mentaliser dans quelque chose encore de mieux, comme de la D2 ou de la D1. C'est comme si j'avais vraiment des croyances limitantes, des barrières, et j'arrivais Ouais, même pas à me visualiser. tu te mettais tes propres freins, en fait, si je comprends bien. C'est toi qui te mettais les barrières, ouais. Ouais, limite, je m'excusais un petit peu d'être là. Et quand si je faisais un match et que je rentrais que 2 minutes, je me disais, bah, c'est déjà bien. Voilà, j'avais vraiment du mal à me projeter dans quelque chose de plus gros. Et c'est quelque chose que j'ai plus du tout de mal aujourd'hui parce que je me dis qu'en fait, on est un petit peu un acteur aussi dans ce qu'on veut faire. Et moi, j'étais plutôt spectatrice à l'époque. Mm. Ouais, très clairement, c'est nous qui écrivons les chapitres du livre, hein. Ça, c'est clair. Tu nous expliqueras à quel moment il y a eu ce point de bascule, justement, et c'est ce changement d'état d'esprit. Donc le hand, les études, et donc à un moment donné, tu as fait les études en hautes écoles, hein, tu l'as dit, à un moment donné, tu rentres dans la vie active. Donc là, comment ça se passe? Parce que la rigueur qu'on a dans un entraînement peut être parfois brisée par la rentrée dans la vie active, donc il peut y avoir à un moment donné un carrefour de vie. Et comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est à ce moment-là que la course à pied arrive? Est-ce qu'elle était déjà présente dans ta préparation? Euh, Explique-nous un petit peu ce carrefour d'accéder à la vie professionnelle, la relation avec le hand et le fait d'avoir cette rigueur dans les entraînements, la discipline, les déplacements. Parle-nous à un moment donné de ce carrefour de vie. Eh ben, en fait, j'ai eu une sorte de coup d'arrêt total, on va dire, dans le sport, puisque moi, j'ai commencé ma vie professionnelle à l'étranger. Et donc, quand j'ai eu 22 ans, je suis partie vivre aux États-Unis et je suis partie pendant 3 ans et demi. Donc, j'ai vécu aux États-Unis, au Brésil, en Amérique latine et puis en Angleterre. C'est ton travail qui t'a amené là-bas? Ouais, c'est le travail qui m'a emmenée là-bas. Et donc, j'avais à ce moment-là, déjà, j'avais eu une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, c'est un peu un mot à la mode, mais en tout cas, j'ai eu un petit peu une Un overdose. ras-le-bol. À ce Un moment-là, ras-le-bol. j'avais 22 ans, j'avais dédié ma vie au handball entre mes 17 ans et mes 22 ans, ce qui sont les jeunes années où on est censé quand même un petit peu sortir. En plus, j'avais choisi un cursus qui est une classe préparatoire, c'est énormément de travail, Oui. etc. Et donc, je pense que j'ai eu un petit peu un trop-plein. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je veux plus en entendre parler, je veux plus faire de handball, etc. Et donc, je suis partie vivre à l'étranger. Et j'ai vécu autre chose, hein, qui est aussi une des plus belles aventures de ma vie. Parce que quand on a 22 ans et qu'on rentre, et qu'on en a 26, et ben, on se construit aussi une histoire de vie, une personnalité qui est complètement différente que si j'étais restée peut-être dans ma Franche-Comté natale. Donc, j'ai aucun regret par rapport à ça. Euh, mais il s'avère que quand j'ai vécu 1 an aux États-Unis, je n'ai pas du tout fait de sport, la course à pied, alors il fallait même pas en entendre parler, etc., hein. Par contre, quand je suis arrivée au Brésil, le Brésil est une terre de handball, hein, donc c'est un sport qui est ultra populaire là-bas. Et donc, je me suis inscrite dans un club de handball au Brésil. Et donc, c'est comme ça que j'ai quand même commencé à renouer avec le sport, où je voulais plus entendre parler. Mais c'était très loisir, parce que je faisais pas de compétition. C'était vraiment, c'était un club universitaire. J'avais réussi à me greffer un peu à un club universitaire. Puis après, je suis partie en Angleterre pendant 1 an. Et là, voilà, je me suis inscrite dans une équipe et on a fait les championnats de Grande-Bretagne et on est allé jusqu'à la finale des championnats de Grande-Bretagne, hein. Donc, voilà, j'ai été vice-championne de Grande-Bretagne. Et donc, c'est comme ça que j'ai repris goût, à vrai dire, au sport, un peu à la compétition, un petit peu, en tout cas, je ne sais pas si c'est du haut niveau, parce que le handball en Angleterre n'est pas non plus hyper développé. Mais voilà, puis j'ai commencé à voilà, aller un peu plus faire des footings, mais encore une fois, la course à pied, ce n'était pas vraiment présent, quoi, C'était hein. pas ton C'est truc. Mais arrivé vraiment sur le tard. C'est arrivé quand j'avais 29 ans. c'est excellent en tant que sportif sur un CV vice-championne de Grande-Bretagne de Oui, handball. oui, oui. Je trouve que c'est sympa. Il faut savoir Mais que dans qu'est-ce qui l'équipe, t'a il n'y avait qu'une personne britannique, hein. Le reste, on n'était que des étrangères, hein. est-ce que c'est plusieurs jobs que tu as fait pour que ça t'emmène comme ça dans 3 pays différents? Est-ce que c'est un seul et même job? Quelle était ton activité professionnelle à ce moment-là?
C'est un seul et même travail, puisque j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Bosch, hein, qui est le plus grand équipementier automobile du monde, en tout cas qui l'était à cette époque-là. Et donc, voilà, ils m'ont envoyé travailler donc, dans leurs entités en Amérique du Nord, donc à Détroit dans le Michigan, et puis ensuite à Curitiba, donc au Brésil. Donc, vraiment, c'est une sorte de trainee programme, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans l'entreprise. Et ensuite, après avoir fait ça, j'ai décidé de reprendre des études et j'ai repassé un master en fait en entrepreneuriat et en commerce international à l'université de Grande-Bretagne à Nottingham. Donc, c'est me dire c'est un mélange entre le travail et puis ensuite une reprise d'études un peu plus tard. Mm. Et est-ce que toute la rigueur que tu mettais avant dans le hand, et donc ce haut niveau, cette rigueur d'entraînement, est-ce que tu l'as complètement arrêté? C'est-à-dire que tu voulais plus du tout entendre parler du hand, tu l'as dit. Mais est-ce que cette rigueur, est-ce que tu l'as mis justement dans ton job? Avec cette intensité, cet effort, cet état d'esprit et le fait d'avoir un engagement total en fait. Ah bah, complètement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, tu as eu beaucoup de chance, tu as fait tout ça, tu as voyagé, etc. À chaque fois, je leur réponds, ça n'a absolument rien à voir avec la chance. Voilà, c'est du travail. C'est aussi Oui, du savoir choix. saisir les bonnes opportunités. Et c'est vrai que c'est assez peut-être étrange, mais dans le monde professionnel, j'ai jamais eu aucun scrupule à me dire je vais postuler à ça et je parle absolument pas portugais, mais je vais postuler au Brésil. C'est ce qui est vrai, hein. Je parlais pas un mot de portugais. J'ai dit moi je vais aller au Brésil et je vais postuler là-bas. J'avais regardé deux trois trucs sur internet en portugais. Enfin c'était vraiment c'était À drôle l'opposé en parce que fait. c'était une sorte de petite arnaque, mais j'avais jamais eu aucun scrupule à me dire mais en fait c'est ce que j'ai envie de faire. Donc en fait je vais leur prouver par A plus B que je vais savoir le faire. Et je suis arrivée au Brésil. Un mois plus tard, je parlais couramment portugais. Voilà, par exemple. Donc, en fait, j'ai jamais eu de barrière dans mon professionnel et je me suis toujours dit, à force de travail acharné, on peut réussir à tout faire. Et j'ai eu une carrière professionnelle dans le monde ensuite de l'entreprise enfin, voilà, qui était hyper intéressante, hyper riche, où j'ai atteint des postes, notamment ensuite quand je suis rentrée sur Paris, on va dire assez haut placé, assez jeune, parce que voilà, j'avais cette notion en effet de rigueur, de discipline, et de me dire quand on veut, on peut. Alors, je l'ai toujours eu dans le monde professionnel et j'ai mis du temps à le faire Mais basculer dans d'autres facettes de ma vie, que ce soit la facette sportive, mais même personnelle, hein. c'est ce que tu expliques, qu'il y a un vrai changement d'état d'esprit entre Antea, la sportive, et Antea, effectivement, dans le monde professionnel. Et donc, il y a ce passage à l'étranger qui te construit en tant que personne, et ce retour à Paris. Et là, quand tu rentres à Paris, pareil, tu es focus sur ta carrière professionnelle. Il n'y a plus la place, comme tu l'as dit, ou très peu en tout cas pour le sport. Et à quel moment il y a la bascule, en fait? Et ben en fait, quand je suis rentrée à Paris, j'ai pris un poste dans une société dans le monde du sport. C'est une société qui s'appelle Icon Health and Fitness, hein, et qui, voilà, à l'époque, commercialisait la marque Altra, donc de chaussures. Et donc, Exact. j'étais vraiment au tout début de Altra en France. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde un petit peu du running que je connaissais pas. Et vu qu'on vendait des baskets, hein, bah, j'ai mis des baskets aux pieds et puis j'allais courir de plus en plus. Et puis, c'est vrai qu'en rentrant en France, j'avais pas envie de recommencer le handball en national et donc j'avais trouvé un tout petit club à Puteaux en départemental. Et donc à ce moment-là, le hand, j'étais peut-être un peu frustrée parce que j'avais pas autant de compètes que ce que j'avais avant. Et donc c'est comme ça que je me suis mise un petit peu à m'intéresser, on va dire, à la course à pied, mais encore, c'était encore assez léger jusqu'à ce que, voilà, on va dire, c'est plutôt un élément personnel qui m'a fait basculer, on va dire, dans la course à pied. C'est que à l'époque, j'étais très amoureuse d'un garçon, hein, clairement. Et donc, cette personne-là courait beaucoup. Et donc, je me suis dit, ben, tiens, si je me mets à courir et peut-être que si je fais quelque chose de bien, il va revenir, hein. Clairement, c'était drôle maintenant, avec le recul parce que c'était il y a longtemps, c'était en 2018, hein, 2018-2019. Mais je pense que j'ai mis du temps à reconnaître que c'était ça. Maintenant, avec le recul, je peux le dire en souriant. Mais je pense que je me suis dit, ben, il va être tellement fier que peut-être qu'il va revenir, quoi. Et donc, et puis aussi, c'était une période compliquée où j'étais triste, hein, clairement. Et donc, en fait, vu que j'étais triste et que j'avais une sorte de, on va dire, de souffrance entre guillemets mentale, et ben je l'ai transféré plutôt dans une souffrance physique qui était beaucoup plus pour moi abordable et presque réelle, on va dire. Et donc, je me suis mise à me dire, ok.
Il faut que je fasse quelque chose sportivement parlant parce que là, t'es triste et puis voilà, ça va pas. Et donc, je me suis levée, je me souviens encore, hein, c'était le 1er janvier de l'année 2019 en me disant, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pris mon ordinateur, je me suis inscrite le même jour aux 10 km de Vincennes, au semi-marathon de Paris, au marathon de Paris et au triathlon de Deauville. Ah ouais, tu avais fait ton programme pour l'année. Ah ouais, ouais, ça m'a. Et puis j'avais vraiment jamais couru, quoi. Donc c'était drôle en me disant, bon, je me suis dit comme ça, j'ai des échéances et je suis obligée déjà de me lever le matin en ayant un minimum de motivation pour faire les choses. Et puis, je me suis dit, au moins, comme ça, tu auras quelque chose de palpable à aller chercher. Et c'était un peu une sorte de reconstruction en me disant, bah voilà, je vais aussi reprendre confiance en moi parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui m'avait fait perdre beaucoup confiance en moi. Et puis, je me dis, bah peut-être que si je réussis, alors quelque chose de bien peut se passer, quoi. Donc voilà, mais c'est comme ça que ça a débuté. Et donc, je suis allée chercher un plan d'entraînement. Je me souviens sur Internet, j'avais trouvé ça sur le site de l'équipe, hein, et j'avais tapé comment courir un marathon. Alors déjà, à l'époque, quand même, je me suis dit que j'avais été ambitieuse parce que j'avais comment courir un marathon en 3h30. Voilà, donc ce qui était déjà. Et puis j'avais suivi le Oui, ce plan qui est bien d'entraînement, mais déjà. à la lettre de ça. Et puis je m'étais lancée comme ça, quoi. Mm. Ah, ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que généralement, certaines belles aventures commencent par des frustrations. Et là, ben, effectivement, une frustration t'a remise quelque part dans le sport, avec toute cette rigueur. Et donc, tu as retrouvé cette rigueur, ces échéances comme une compétition au hand. Et comment se passe l'année 2019 ? Alors, à la fin de l'année 2019, est-ce que toutes ces échéances ont été réalisées ? Est-ce que tu avais changé d'état d'esprit ? Est-ce que c'est ça le point de bascule dont on parlait tout à l'heure, tu sais, il y a quelques minutes ? Est-ce que c'est 2019 ou pas du tout ? Ah bah oui, oui, complètement. Ma vie, elle a changé en 2019. C'est comme si j'avais entamé un nouveau cycle dans ma vie, alors dans ma vie de femme, mais aussi dans ma vie de sportive, hein, puisque le processus d'aller jusqu'au marathon, il a été pour moi hyper réparateur et hyper salvateur sur un plan vraiment, on va dire, plutôt mental et de construction personnelle déjà. Et puis aussi sur un plan sportif, étant donné que j'ai mais vraiment respecté à la lettre ce plan, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'allais coûte que coûte faire mes séances, etc. Je me suis vue aussi progresser et retrouver aussi Une une confiance en condition toi, physique que j'avais pas probablement. eue depuis longtemps. Donc voilà. Et donc, j'ai commencé par faire le 10 km de Vincennes, que je fais en un peu moins de 40 minutes. Ensuite, je fais le semi de Paris, hein. Premier semi, je fais 1h28. Et ensuite arrive le marathon de Paris. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, ça va être, vu que c'est l'aboutissement de ça, et puis que c'était quand même très relié on va dire, à l'épisode amoureux que je vivais à l'époque, je m'étais dit, je vais peut-être être triste ou ça va peut-être me faire, on va dire, collapser, mais alors pas du tout. J'ai vécu ce marathon comme un moment de joie tellement intense. Et je franchis la ligne d'arrivée en ayant un sentiment de bonheur que j'avais pas eu depuis tellement longtemps. Donc c'était assez fantastique. C'était le contraire de ce que je pensais que j'allais ressentir pour le coup. Et ça s'est très bien passé parce que je fais ce marathon en 3h04, hein. 3h04. Premier Ouais, marathon, 3h04. ouais, exactement. Donc en fait, tout mis bout à bout, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et là, d'un seul coup, il y a des lumières qui se sont allumées dans mon cerveau en disant, en fait, tu crois parfois dans la vie que tu es plus bactère et qu'il n'y a plus rien qui est possible. Et puis en fait, il y a toujours des choses qui sont possibles et qui sont même encore mieux que ce que tu espérais. Et donc là, après, je me suis dit, mais plus question de me poser des barrières sur quoi que ce soit. On y va et on voit et on teste, quoi. Donc après, je suis allée sur le triathlon de Deauville. Je n'avais jamais fait de vélo avec les cales. Donc, moi, j'avais juste un petit vélo, limite avec un panier devant. Donc, une semaine avant le triathlon, mes amis me disent, mais Anta, tu peux pas faire le triathlon de Deauville avec ça? Je dis, ah bon? Donc, je vais chez Decathlon. Je dis à quelqu'un de Decathlon, il me dit, il me faut un vélo. Euh, il dit oui, mais vous avez déjà roulé avec des cales. Je dis bah non, première fois que je roule avec des cales, c'était 2 jours avant que le triathlon de Deauville, je tombe au feu rouge, mais c'était drôle quoi. Mais bon, je suis allée faire le triathlon de Deauville, c'est très bien passé. Donc voilà, puis après je me suis dit bah pourquoi pas, j'irai pas faire la Saint-Élion parce que pourquoi pas faire du trail et let's go, on y va. Tout le monde m'a dit que pour commencer c'était bien, donc je me suis inscrite, je sais plus, en juillet à la Saint-Élion et j'ai fini mon année 2019 par la Saint-Élion du coup. Alors c'est vrai que la Saint-Élion dans le monde du trail peut représenter le Graal pour beaucoup, hein, et toi, tu commences tout de suite par la Saint-Élion, donc on est en 2019. Tu termines en plus sur ton classement féminin plutôt très bien. Donc 2019, on le voit, donc il y a une vraie bascule, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, sportif.
une reprise de confiance en toi et surtout, ça fait sauter toutes les barrières. Donc, tu termines par la Saint-Élion, mais avec, on l'a dit, un classement qui est génial pour une première Saint-Élion. Et là, tu découvres le monde du trail et c'est là que tu te dis, mais en fait, c'est génial, c'est vers ça que je vais aller. Ça a été un coup de cœur à ce Ouais, moment-là? exactement, parce que déjà, ça me titillait un peu, parce que vu que je travaillais pour Altra, j'étais Oui, allée forcément. sur les stands de l'UTMB. Et moi, le trail, je ne connaissais pas. Mais ça peut paraître lunaire, hein, parce que maintenant, j'en fais beaucoup. Mais en 2017-2018, je ne savais même pas qui était Kylian Jornet. Hein. Je ne savais même pas qui était cette personne, tellement j'étais tellement éloignée de ce sport-là. Et j'arrive sur le stand de l'UTMB et je me dis, mais que font tous ces gens? Mais ils courent où? Parce qu'ils me disaient, ils font le tour du Mont Blanc. Mais je dis, mais c'est-à-dire, ils font le tour du Mont Blanc. Je dis, ils passent par où? Ils passent par Bourg-Saint-Maurice. Je ne comprenais pas, en fait. Et après, j'ai dit, bah non, ils vont dans les sentiers. Et moi, je n'osais absolument pas m'aventurer en dehors un petit peu des routes traditionnelles. Et donc, en allant à Chamonix, j'ai commencé à aller vers des petits chemins, mais j'allais jamais bien loin. C'est ça qui est drôle avec le recul, parce que j'allais vraiment là où je pouvais encore limite voir la route, parce que je ne connaissais pas. Mais ça avait quand même allumé une petite... quelque chose en moi. Je me suis dit, ah, mais ça a l'air quand même un petit peu chouette, mais ça me paraissait tellement improbable et tellement différent de ce que je faisais. Je me suis dit, mais jamais je peux faire ça, quoi. Sauf que quand je fais la Saint-Élion, bah, je la fais et déjà, je prends un plaisir immense sur cette Saint-Élion, alors qu'il a plu littéralement pendant les 7 heures où j'ai couru, hein, une pluie diluvienne. Hein. Mais c'était tellement incroyable de me dire, bah voilà, mon corps, il a réussi à me porter sur 80 kilomètres. Et en plus de ça, bah, ça s'est plutôt bien passé, hein, cette Saint-Élion, parce que je termine cinquième, donc je suis sur le podium. Derrière moi, il y a des filles qui sont en équipe de France. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. C'était d'ailleurs très drôle parce que je suis partie comme une fusée en comprenant. Enfin, j'avais pas compris qu'il y avait 80 kilomètres. Hein. Donc j'arrive à Sainte-Catherine, juste devant moi, il y a Camille Bruyat, que je ne sais absolument pas qui c'est à l'époque, et il y a personne au micro qui va voir mon père, qui était là pour mon ravitaillement, et qui dit, mais qui est cette personne? Hein, qui êtes-vous, quoi? Et mon père, il dit, bah, c'est ma fille, etc. Et je me souviens que le gars m'interviewe pendant que je courais, il me dit, bah, du coup, tu es au kilomètre 40, comment tu te sens? Je dis, bah, j'ai aucune idée, j'ai jamais couru plus de 42 kilomètres. Donc, j'ai aucune idée. Bon, et il avait raison, parce qu'au bout de 45 kilomètres, Les c'était... lumières se sont éteintes. Ah non, mais les lumières, c'était drôle, parce que je n'avais aucune notion de ce que je faisais. C'était vraiment une sorte d'innocence et de naïveté dans... Mais c'est ça aussi qui fait que c'est beau, parce que Ah, cette c'est des bons innocence et moments, cette naïveté effectivement. m'a Ouais. fait peut-être faire des choses que j'aurais pas osé faire aujourd'hui, parce que je me dis, bah non, il faut Si contrôler la tu savais piste. tout avant. Ouais. Ouais, bah, là, je contrôlais rien, j'y allais, et puis voilà. Donc j'avais tellement aimé ça qu'après, je me suis dit, le champ des possibles, il est tellement immense que après, je me suis dit, bah, ok, donc il faut que je fasse ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et j'ai adoré explorer ce nouveau terrain de jeu. Et ouais, c'est vraiment une page qui... C'est une nouvelle page, un nouveau Ouais, c'est une chapitre. belle page, ouais. Un nouveau chapitre à écrire. Alors effectivement, le team Altra, en plus, c'est le team qui équipe le premier vainqueur de l'UTMB. Donc il y avait peut-être aussi un partage à faire avec lui, hein, que j'ai eu la chance de rencontrer l'été dernier à Chamonix également. Et à quel moment le team New Balance, parce que ça aussi, hein, c'est pour ça que je t'ai posé la question au début d'échange, c'est le choix qui a été fait entre le tennis, un sport plutôt solitaire, et, euh, et le hand, un sport plutôt collectif. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Aujourd'hui, tu fais du trail running, mais dans une équipe. Donc, à quel moment le team New Balance vient vers toi? Est-ce que 2019 et ce résultat à la Saint-Élion a tout de suite déclenché des choses auprès des partenaires? Puisque le Covid est arrivé 5 mois, enfin quelques mois plus tard. Comment s'est passée cette transition 2019-2020? Qu'est-ce qui s'est passé auprès des partenaires et pour ta carrière? Ouais, bah, c'était juste après la Saint-Élion. Du coup, j'ai été contactée par le team New Balance, voilà, pour savoir si déjà j'étais dans un team, si ça les intéressait. Bon, je leur ai dit, bah écoutez, non. Et Euh, puis savoir qui tu étais en fait, hein, quel était ton oui, oui, parcours, c'est d'où ça. tu venais pour faire ce résultat. Et donc, voilà, tout de suite, ça a très, très bien accroché avec New Balance. Et donc, ils m'ont proposé de rejoindre le team en 2020. Et donc, depuis, j'y suis toujours et l'aventure continue encore en tout cas pour l'année prochaine, voilà, avec la team New Balance. Donc, ça va faire, voilà, 4 ans que je suis avec eux. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était comme une histoire de... Est-ce que ça a été une reconnaissance pour toi? Est-ce que Ouais, ça a été une reconnaissance en terre? ouais, de me dire, bah, tu as fait tout ça cette année et C'est la la récompense. résultante, c'est ça et c'est plutôt chouette, quoi. Et donc, je ne l'ai jamais vécu vraiment comme une sorte de pression, quoi que ce soit, d'intégrer un team parce que pour moi, c'était tellement déjà improbable et incroyable. J'ai vraiment pris comme
une sorte de chance. Et puis, j'ai vraiment la chance avec le team New Balance, que ce soit un team hyper bienveillant. C'est une marque américaine alors bien sûr, il y a une notion de performance, mais il n'y a pas que ça. New Balance, ça prône vraiment déjà, leur slogan, c'est Run Your Way, hein, donc cours à ta manière. Donc, disons que ça prône des valeurs qui sont beaucoup plus larges que la performance et dans lesquelles je me suis tout de suite beaucoup reconnue. Donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé avec eux et se poursuit aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que est-ce que tu as retrouvé, on le disait, une certaine reconnaissance, mais est-ce que ça a permis aussi de compenser cette frustration que tu avais pu avoir au hand en te disant peut-être qu'en m'affirmant peut-être plus tôt, j'aurais été peut-être plus loin dans le hand. Est-ce que là, tu t'es senti vraiment à ta place et il n'y a plus du tout ce syndrome de l'imposteur que tu pouvais avoir au hand par le passé, comme tu nous l'as expliqué, mais là, tu te sentais vraiment à ta place et c'était quelque part une récompense. C'est un peu ça la démarche. Oui, au-delà de me sentir à ma place, parce que j'ai toujours quand même un petit peu, c'est marrant parce que quand on me demande ce qu'on fait, je dis d'abord que je fais du handball. C'est comme si j'arrivais pas encore aujourd'hui à me dire, alors qu'en fait, le handball, j'ai arrêté pour le coup cette année. C'est la première année où j'en fais pas, parce que j'ai toujours gardé le handball à côté de la course à pied, mais là, c'est la première année où j'ai décidé que je ne ferais pas de hand pour plein de raisons. Mais, euh, mais quand même, je peux pas m'empêcher de dire, bah, moi, je viens du hand, parce que ça me donne. Enfin, j'ai encore du mal avec la légitimité de me dire, bah, j'appartiens un petit peu à ce monde du trail running. J'ai toujours encore un peu de mal. Mais par contre, même en ayant du mal, je me suis dit, si vraiment c'est ce que tu veux faire, si vraiment tu peux t'y voir, et ben alors, il y aura rien ni personne qui pourra me faire dévier, quoi. Et donc, parfois, ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire, mais parfois, je me dis, bah, ouais, moi, je vais réussir un jour, je vais réussir à finir l'UTMB, voire même à faire un top 10 dans l'UTMB, parce que je le sais au fond de moi que j'ai ça en moi, quoi. Et il y a des gens qui me disent, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je me souviens que quand je m'étais inscrite à la Saint-Élion, il y a des gens qui disaient, mais qu'est-ce que tu vas t'inscrire à Saint-Élion? T'as jamais couru 40 kilomètres, c'est à peine si tu vas réussir à la finir. Et je suis là, non, non, je vais la finir, je vais la finir et je vais la finir vite. Je vais la finir vite. Et je m'étais, parce que je la finis en 7h45, je crois, à l'époque, mais C'est ça. je m'étais prédit à la minute près que j'allais la finir dans ces temps-là. 7h47. 7h47 pour être précis. Ouais. Ouais, en fait, et maintenant, je me dis, si c'est ça que je pense que je veux faire et que bah, j'y vais, go, et puis au pire, quoi, au pire, bon, bah, je me plante, c'est pas bien grave, mais Tu t'es rarement planté quand même. Hein. Tu t'es rarement planté. Si on regarde un peu tes résultats, voilà, généralement c'est plutôt on se plante pas quoi. Il y a 2 abandons, je crois. Enfin, ouais, sur ce que j'ai sous les yeux en tout cas dans le classement des UTMB World Series. Donc voilà, on peut pas appeler ça se planter souvent, mais c'est vrai que 2020 donc passe avec le Covid. Probablement compliqué aussi. Et puis 2021, et ben finalement, l'UTMB, on en parlait tout à l'heure, tu es au départ de la CCC. C'est quand même 100 km, quoi. Enfin, le gap est quand même important. Le gap est quand même important. Alors moi, de l'extérieur, qui ne pratique pas, ouais, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et je pense à ceux qui sont à l'intérieur, qui pratiquent, qui te voient arriver probablement comme un ovni, hein, comme tu l'as dit, quand tu cours au mieux des stars, de membres de l'équipe de France, de Camille Bruyat, qui, sans savoir qui elle est vraiment, alors que finalement, c'est quand même une référence aujourd'hui, tu te lances sur le 100K et que tu termines. Est-ce que ça, à ce moment-là, donc on est il y a 2 ans en arrière, hein, est-ce que ça, à ce moment-là, confirmait quelque chose chez toi en disant, en fait, non, le top 10 sur l'UTMB, j'y crois. Est-ce que cette petite lumière était déjà allumée à ce moment-là ou est-ce qu'elle s'est allumée après? moi, je pense qu'elle a toujours été un petit peu allumée. Alors après, je ne sais absolument pas si un jour je le ferai, hein, mais en tout cas, j'ai pas envie Bien de me sûr, mettre la bien sûr. barrière sur le fait que Exactement. c'est possible. Mais ce qui s'est Mais passé en sur fait, ces je 100 peux comprendre parce kilomètres, que ouais. excuse-moi Théa, mais je peux comprendre parce que quand tu es dans la partie, c'est-à-dire que quand tu bosses pour une marque de running qui expose probablement, en tout cas qui anime, qui fait des activations sur l'UTMB, que tu es dans le milieu, on va dire, que tu es au milieu de tout ça, et que tu commences à courir et que tu as des résultats, je peux comprendre que tu n'aies qu'une envie, c'est d'être au départ de l'épreuve reine de l'UTMB et que tu te fixes l'objectif un jour de te dire je serai dans le top 10. C'est tout à fait légitime. Après, entre l'imaginer et le faire, il y a des étapes, il y a des choses qui se construisent, mais tu fais ce qu'il faut pour, il me semble. Donc, dans quel état d'esprit tu étais au départ de ton premier participation à toutes ces étapes de l'UTMB en 2021? Ouais. Alors déjà, juste, je vais rebondir sur le fait de l'imaginer. C'est ce que je dis tout le temps en prépa mentale. L'imagination,
c'est la base de tout. Et on peut tout imaginer. Moi, là, si je ferme les yeux et que j'ai envie de m'imaginer gagner une médaille olympique au 100 mètres, ben, je peux. Tu peux, c'est vrai, c'est Et en vrai. fait, tout part de là. Et donc, moi, j'adore faire parler mon imagination. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'imagine va se réaliser, mais ça veut dire qu'à un moment donné, j'ouvre des portes dans mon cerveau, je construis des nouvelles routes. Et c'est grâce à l'imagination qu'on arrive à construire des nouvelles routes qui nous emmènent vers des objectifs ou vers d'autres chemins. Donc, j'ai jamais eu de Ouais, c'est ce qui souci à rend, c'est ce qui rend plus m'imaginer performant. tout et n'importe quoi dans ma tête parce qu'il n'y a pas de loi contre ça. Et au contraire, ça permet déjà de se procurer des émotions qui sont intéressantes. Mais en tout cas, pour cette CCC, mon état d'esprit, c'est vraiment de me dire, euh, ben, je vais vivre ce que j'avais en tête depuis presque le départ où j'ai commencé le trail. Donc, vas-y, donne-toi à fond et profite, quoi. Et encore une fois, j'y suis allée avec vraiment beaucoup de naïveté et d'insouciance et de méconnaissance sur ce qui allait arriver. Et d'un côté, c'est bien, ça me manque presque ces sentiments aujourd'hui, puisque maintenant que j'en fais beaucoup, j'ai moins cette sensation de ne pas comprendre ce qui va se passer. Et donc, j'intellectualise beaucoup plus. À ce moment-là, j'intellectualisais pas du tout parce que j'avais pas de Tu n'avais compréhension pas les codes. vraiment de Ouais, ce tu que n'avais pas les c'était. codes. Et donc, bah, j'avançais vraiment avec beaucoup, on va dire, de fraîcheur à chaque fois, en me disant, bon, on verra, on verra. Euh, En tout cas, ce que j'en retiens, c'est beaucoup, beaucoup ouais, d'émotions et surtout, j'ai quand même toujours été très orientée performance et compète. Ça s'est lié sûrement au hand parce qu'au hand, ben, on gagne ou on perd. Voilà, c'est un match. Donc, j'ai toujours eu quand même cette notion de compète. Même quand j'étais petite, je jouais à un jeu de société, je ne supportais pas perdre, hein, clairement. Donc, j'étais quand même allée sur cette CCC en me disant, je vais essayer de faire de mon mieux, avoir ce petit côté performance. Et en fait, au fur et à mesure que la course avançait, j'ai complètement oublié la notion de combien je vais être, le chrono que je vais faire, parce que c'était tellement dur, c'est un ultra, que en fait, je m'étais dit, peu importe, mais vraiment, je pensais pas que je pouvais changer d'état d'esprit à ce moment-là. Je m'étais dit, peu importe si je le passe en 15 heures, en 17 heures, en 20 heures, si je passe la ligne d'arrivée, ouah, j'ai tout gagné parce que c'était tellement dur. Et je me souviens que ce switch, on va dire mental, il était assez improbable pour moi. Et c'était plutôt chouette en me disant, bah, ce que tu fais, dans tous les cas, c'est extraordinaire. Il n'y a pas grand monde qui, aujourd'hui, est capable de faire ça. Et donc, parfois, on voit que le haut niveau, le tout premier, etc. Mais il faut savoir que tous ceux qui finissent un ultra aujourd'hui, c'est quand même dingue parce que c'est un voyage intérieur de fou, quoi. Donc voilà, j'avais cette notion de me dire, ben, j'étais fière de moi, quoi. À chaque pas sur ces 100 kilomètres, il n'y a pas un kilomètre où j'étais pas fière de moi, quoi. Donc ça, c'était super comme sensation. Et puis en plus, j'ai eu la chance sur cette CCC que mon père devait pas venir parce que, bon, bref, une histoire où il avait perdu son permis à l'époque, donc plus de permis, donc du coup, il pouvait pas venir. Et sa femme aime pas conduire dans les routes de montagne, qui m'a dit, je suis vraiment désolée, je pourrais pas venir, il devait me faire mon assistance. Donc, du coup, j'ai trouvé une autre solution. Et puis, j'arrive à Valorcine, la nuit est tombée, ça fait déjà 11 heures que je suis dans ce chantier. Et là, j'arrive à leur sud et donc je vois mon père, sa femme qui, pour le coup, avait quand même réussi à venir. Et donc, je me souviens d'une émotion, mais d'une petite fille de 4 ans. Et ça nous ramène à des états hyper primaires. Et ça, j'ai adoré cette sensation. Je pleurais à chaudes larmes et je disais, bah non, je veux plus courir, je veux rester là avec mon papa. Mais comme si j'avais 4 ans alors que j'en avais 30. Mais c'était très drôle, quoi. Et j'aime bien cette idée que ça nous renvoie à quelque chose de qu'on est vraiment profondément à l'intérieur de nous. Et c'est Ah, des mais très émotions qu'on clairement. retrouve dans pas beaucoup d'autres parties de sa vie, en fait, hein. Ouais, très clairement. La fatigue, l'effort fait sauter, surtout dans l'ultra, hein, fait sauter tous les filtres et en fait, au bout d'un moment, tu n'en as plus de filtre et tu es toi-même face à la réalité. Donc ça, c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est hyper inspirant ce que tu nous décris. En tout cas, ce parcours qui nous amène justement à cette CCC en 2021, le parcours est hyper inspirant. Se lancer sur le 100 km alors que 2 ans avant, si on reprend la date du 1er janvier 2019, on en était bien loin de courir 100 km. Le premier objectif étant les 10 km de Vincennes, donc il y a un vrai parcours. Et puis, ça a probablement aussi été un déclencheur, cette CCC en 2021, avec une fin d'année avec beaucoup d'ascenseurs émotionnels, parce qu'il y a cette perf et le fait d'être finisher donc sur la CCC en 2021, qui va t'amener à gagner le Festival des Templiers quelques semaines plus tard, et être DNF sur la Saint-Élion également quelques semaines plus tard.
Donc la fin 2021 a probablement été en émotion. Il a fallu probablement le gérer. Et puis derrière, il y a 2022 où là, tu repars sur la CCC. Et alors, on va pas refaire toutes les courses auxquelles tu as participé en TA, mais en 2023, sur notamment l'UTMB, tu redescends sur la distance de 50 km avec la MCC. Donc, il y a quelques mois au moment où on enregistre. Est-ce que c'est stratégique ? Quelle était la raison de redescendre de distance ? Parce que c'est vrai que sur les distances de 20K à 50K, tu es hyper performante. Alors, je ne suis pas du tout connaisseur, hein. Je fais juste la lecture de ce que j'ai à l'écran. Je ne suis pas du tout chroniqueur ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de ce que je regarde dans les différents résultats, sur 20K, 50K, en TA, elle est sur le podium, voire la victoire. Et quelle a été la raison de redescendre de distance ? Est-ce que c'était pour mieux appréhender une stratégie ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Non, c'est juste que je pouvais pas courir plus, hein. J'ai eu une année cette année super compliquée, la première depuis que je commence la course à pied. Donc c'est intéressant parce que j'ai été sur une phase ascensionnelle depuis le départ. Exactement. Vraiment, j'ai eu une pente, ouais, j'ai vraiment fait que monter, 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 jusqu'à ce que je me retrouve après la CCC l'année dernière, donc pas cette année, l'année dernière, où déjà en octobre, je commence à sentir des signes de fatigue. J'étais très fatiguée. J'essayais d'aller courir et puis je courais 4 kilomètres, puis c'était trop dur. Je me disais, oh, j'arrive pas, quoi. Et donc, je me souviens même en octobre dernier, aller voir mon médecin, lui dire, j'ai un truc qui va pas, j'ai peut-être la mononucléose. On avait fait les examens pour savoir si j'avais ça. Et puis pour finir, j'avais pas ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, je suis peut-être juste un petit peu voilà, fatiguée. Puis après, fin octobre, je me fais une rupture des ligaments du cou de manière spontanée, donc hyper surprenant. Voilà. Donc bon, j'ai une convalescence de novembre à décembre. Et puis après, je me dis, bon, je vais repartir sur une prépa marathon en début d'année, parce que j'ai toujours quand même gardé le marathon. C'est quelque chose que j'aime bien. Puis ça me permet d'avoir de la vitesse en début de saison, avec un objectif affiché, hein, de courir autour de 2,45, 2,46. Ah ouais. Et je fais la prépa, et la prépa, elle est difficile dans le sens où je passe mes allures, mais ça me demande une énergie folle. C'est pas comme d'habitude. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais bon, vu que je suis quand même quelqu'un qui suis déterminé et entre guillemets qui a du mental, ben je les ai quand même fait ces séances. Donc même si ça me coûtait beaucoup, beaucoup, je les ai fait. Et puis je suis arrivée au marathon très fatiguée physiquement, mais aussi mentalement de l'effort que ça m'avait demandé de faire cette prépa. Et donc, je fais le marathon de Paris, ça se passe bien jusqu'au 26e, hein, parce que je suis dans les temps pour faire de 45, de 46. Et puis, au 26e, plus de son, plus d'image, clairement. Alors, c'est même pas le mur, c'est vraiment mon corps qui, à un moment donné, la sensation, c'est qu'il se met en off complet. Et je finis le marathon à une allure footing, hein, et donc je le finis en 2,58, ce qui n'est pas non plus catastrophique, mais Tu c'est pour, m'étonnes. voilà, Tu c'est pour dire que le m'étonnes. négatif, voilà, je le passe en 1,23, je crois, le premier semi, pour finir le deuxième semi en 1,36, quelque chose comme ça. Et c'est quoi ? C'était des signes, en fait, hein, si je comprends bien, c'est que ton corps, toute cette année 2022, t'as envoyé différents signaux en te disant, bon, bah là, je suis un peu fatigué quand même, il va falloir relever. Ouais. Et puis, il y a eu un impact donc, de fatigue physique. J'étais vraiment très, très fatiguée physiquement. Et puis, en plus de ça, il y a un impact vraiment psychologique. Sur le Je me mental. sentais Bah pas oui. très bien, un peu triste, un peu déprimée. C'était dur. Et puis, du coup, le sport, à ce moment-là, déjà à partir d'avril, mai, est devenu une sorte de petite prison dorée parce que j'en avais besoin. Très vraiment, mais en même temps, ça me faisait beaucoup de mal. Un petit peu de bigorexie, probablement, un petit syndrome de Ouais, la alors bigorexie à ce peut-être. moment-là, ouais. Ouais, en tout cas, c'était ce outil-là. Et Nécessaire. puis vraiment, j'avais la sensation que c'était dans le corps profondément. Donc, est-ce Ouais, que j'ai fait un petit REDS? On ne peut pas vraiment le savoir parce que c'est très difficile à détecter dans tous les cas. Mais en ouais, tout cas, il y a quelque ouais. chose qui s'est passé. Et donc, je me suis dit, la chose que j'aime le plus au monde ne peut pas aujourd'hui me rendre. Ça ne peut pas être la chose qui me rend le plus malheureux. C'est impossible. Et donc, j'ai dit, OK. Stop, on fait une pause, c'est OK. Et donc, j'ai vraiment mis le holà sur le sport jusqu'en juillet, mi-juillet. Donc, j'ai quasiment pas couru de avril à juillet, hein. Et puis, après vient l'été, etc. Et je me dis, bon, bah, allez, je vais me remettre à courir. Et puis là, ça va mieux. Je retrouve quand même des sensations. Alors, pas incroyables, mais au moins quelques sensations. Et l'envie aussi, parce que l'envie aussi avait complètement disparu. C'est quelque chose avec le recul, parce que je me disais, mais si, je disais j'ai envie, mais en fait, non, c'était une sorte de réflexe mental qui me disait j'ai envie, mais je pense que profondément, je n'étais plus du tout alignée et il y avait un problème de connexion entre ce que je faisais et ce que je ressentais. Bon, j'ai quand même repris un petit peu en juillet et je me suis dit, OK, mon sponsor aime bien quand même New Balance qu'on s'aligne sur des courses de l'UTMB.
Et je me suis dit, bon, bah, je vais le faire, mais je vais m'aligner sur la plus petite, quoi, parce que j'avais pas, juste tout simplement pas l'énergie pour aller courir plus. Oui, puis ça te permet aussi, Antea, de retrouver une confiance. Le fait de redescendre parfois une marche, tu sais, c'est un pas en arrière pour en faire Oui, oui, ça un me plus paraissait gros derrière, quoi. insurmontable de courir 100 km alors que c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. Et ça me paraissait plus acceptable déjà mentalement de courir 38 km. Et en effet, ça m'a redonné confiance en moi parce que ça s'est plutôt bien passé, ce 38 km. Alors, avec un début de course compliqué parce que je manquais clairement de volume et puis de dénivelé. Donc, quand on fait quasiment 2000 en 15 bornes, bon, ben voilà, on les sent passer. Mais quand même, je fais une très bonne fin de course rapide. Donc, en effet, là, je me dis, bon, bah, j'ai repris un petit peu confiance en moi. Et donc, disons que ce choix, il n'a pas du tout été stratégique. C'est qu'il m'a été imposé à un moment donné où si j'écoutais pas ce que voulait ma tête et mon cerveau et mon corps, si j'allais sur une distance plus grande, ça aurait été catastrophique, quoi. Donc, je me suis juste à un moment donné écoutée. Et après ça, j'ai dit, OK, bon, je commence à un peu reprendre du plaisir et à réussir à me réentraîner de manière efficace. Et donc, je vais tenter la Saint-Élion à la fin de l'année. Donc, voilà, le but, c'était quand même d'aller sur une plus longue distance à la fin de l'année. Donc, voilà. Voilà, voilà, on est dans la continuité des problèmes, hein, où le Ouais. corps envoie des signaux. Donc là, c'est pareil. Est-ce que la blessure que tu as eue, effectivement, alors que bah, tu reprenais confiance en toi, ce qui est différent, hein, tu peux très bien avoir confiance en toi et le corps peut aussi avoir cette blessure. Je pense que ça peut être dissocié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est en courant? Est-ce que c'est ton corps qui s'est à nouveau... qui t'a à nouveau envoyé un signal en disant là voilà, n'y retourne pas trop vite parce que j'ai encore un peu besoin de repos de manière un peu plus Bah, importante, ouais. parce C'est, que le corps, effectivement tu il n'as est pas vraiment pu bien t'aligner. fait, hein, ouais, parce que j'avais repris un entraînement structuré avec des volumes entre 80 et 100 km par semaine hein, pour préparer cette Saint-Élion. Alors, beaucoup à plat, donc c'est pour ça que le volume me paraît important, mais à plat, ça va plus vite, on va dire. Mais j'ai fait un trail de préparation, c'était 15 jours avant la Saint-Élion, hein, un tout petit trail à côté de chez moi, un trail de village. Hein. Et puis, kilomètre 6, dans une descente, ma cheville, elle part. Et là, je comprends que c'est pas parti comme d'habitude. Donc, je retente de courir sur un petit kilomètre. Puis, voilà, j'ai pas pu. Et puis, le verdict, quelques jours plus tard, c'est une rupture totale de deux ligaments de la cheville. Hein. Donc, c'est une blessure assez, on va dire, costaud, avec un diagnostic qui était plutôt violent à encaisser, parce que À justement, j'avais entendre, la ouais. sensation que enfin ça reprenait après quelques mois de vraie galère, parce que quand ton corps, il veut plus faire ce qu'on on veut qu'il fasse, ça, mentalement, ça m'avait mis, moi, en tout cas, dans un désarroi que j'avais encore jamais rencontré. Parce que je me disais, bah non, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. J'étais en boucle pendant des mois, non, je comprends pas, etc. Et là, je commence à reprendre un peu Est-ce que confiance tu as en été, moi. est-ce que tu as été Antea, dans le déni, c'est-à-dire de se dire oui, bon, bah, allez, ok, je suis blessé, mais ça va vite passer, la semaine prochaine, c'est terminé, on repart. Est-ce que la phase d'acceptation, d'accepter ce qui réellement se passait et donc de mettre en place justement les choses qui te permettraient dans les mois à venir de retrouver un bon niveau et ne serait-ce que de te faire plaisir. Est-ce que la phase de déni a été très très longue? Est-ce que tu as vite accepté la situation? Ouais, en fait, si je suis tout à fait C'est honnête, dur, hein. quand j'ai eu le verdict, et que c'est c'est pour ça que je me dis que j'avais peut-être alors je sais pas si c'est un déni, mais en tout cas peut-être un petit problème d'écoute sincère envers moi-même, parce que des fois c'est difficile d'être sincère envers soi-même hein, quand même. Bien sûr, Quand clairement. j'ai eu le verdict, la première chose que je me suis dit, c'est que je me suis dit, ah, je vais pouvoir arrêter de courir. Ouais, donc là, c'est la vraie, tu vois, c'est la fameuse petite voix intérieure qu'on Ah ouais, n'écoute pas souvent, mais qu'il faut savoir écouter. Et ça, c'est probablement la vérité. Ouais. exactement. Donc en fait, c'est bizarre, mais ma première sensation, ça a été du soulagement. En me disant, bah, j'ai Ouais. une bonne raison, vraiment là, j'ai une bonne raison qui est concrète. Quand on se pète deux ligaments de la cheville, bah, c'est concret. Pour me Ouais. dire, ben voilà, je dois arrêter et c'est comme ça. Et ma première sensation a été le soulagement. Donc les 15 premiers jours, j'ai envie de dire, ça fait 3 semaines que ça est arrivé. Voilà maintenant. Mais les 15 premiers jours, ça a été plutôt en me disant, bon, bah voilà, si je suis très honnête avec moi-même, et limite, j'osais pas le dire parce que je me suis dit, ah, c'est chaud quand même. En plus, je suis préparatrice mentale, donc c'est un petit peu la chose bizarre, c'est que je suis préparatrice mentale, donc j'avais un petit peu presque peur d'avouer que j'étais un peu soulagée. Donc il y avait quand même quelque chose qui était plus aligné dans ma Ouais, tête.
Ouais, il y a un petit syndrome. Alors, je suis pas non plus un spécialiste, mais j'ai fait plusieurs épisodes autour de ça. Mais il y a peut-être un syndrome, tu l'as dit, de Redès, hein, effectivement. À un moment donné, voilà, tout se mélange. On va trop loin, en fait. On sollicite son corps de manière trop importante. Et à un moment donné, bon, bah voilà, il se passe ce qui se passe. Le corps envoie des signaux qu'on n'écoute pas forcément parce qu'on a un objectif, on est déterminé, on aime ce qu'on fait. Et puis, ben, ça déborde un peu de partout. Ouais. Et à un moment donné, bah, le corps C'est lâche. super Ouais, dur et c'est pour c'est ça que très difficile. j'ai envie de dire, il faut pas se sentir trop coupable quand on tombe là-dedans parce que c'est très dur, parce que le sport, ça nous procure des émotions aussi tellement incroyables qu'on a envie d'en vivre encore. Et puis en plus, il y a aussi des choses chimiques qui se passent dans le corps quand on fait du sport. Donc le fait d'arrêter, ben, ça crée aussi une petite notion de manque. Mais c'est hyper dur d'un moment donné d'être honnête avec soi-même et puis de se dire, bah là, c'est peut-être trop. Et puis moi, j'avais aussi quelque chose qui fait que étant donné que j'ai commencé à courir sur le tard, etc., et que tout le monde a trouvé ça génial, etc., on me parlait plus que de la course à pied aussi dans ma vie en général. Que ce soit mes amis ou même des personnes que je connais un peu moins, c'était, ah, tu fais quelle course? Ah, ben, tu t'entraînes comment? Et puis, alors, la coureuse, etc. Et donc, ça faisait des mois que j'avais plus envie de le faire. Vraiment, je pense que si je suis sincère avec le recul maintenant, avec quasiment un an de recul, je n'avais plus envie de le faire, mais je ne pouvais pas le dire parce que c'est comme si je perdais un petit peu de mon identité, Ouais, c'était l'image qui t'était attribuée. Ouais. un vrai problème d'identité. Je me suis dit, ben, si je fais pas ça, puis si, ben alors je fais quoi? Et alors, je suis qui? Et donc, j'avais complètement oublié aussi mes autres parties de ma vie. Ben, j'ai quand même un travail, je fais autre chose que de la course à pied, mais tout ça, c'était devenu tout petit, comparé à la course à pied qui était devenue très grand. Et donc, tout le travail aussi que j'ai fait ces derniers mois, c'est de redonner sa place normale à tous les autres pans de ma vie et de placer mon identité un petit peu ailleurs. Et donc, maintenant, j'ai un peu moins de mal à dire, mais en fait, je suis fatiguée, quoi. J'ai plus très envie. Ça veut pas dire que j'aurai plus envie demain, parce que ben, ce qui est bien, c'est que quand il se passe ça, c'est qu'on a vraiment une phase. Moi, j'ai eu une phase de repos absolue pendant 3 semaines. J'ai pas fait de sport, hein. Clairement, il y en a qui se disent vite, vite, vite. Le kiné, on remonte sur le vélo. Moi, pas de vélo, pas d'abdos, rien du tout. Donc, ça fait 3 semaines que je suis très loin de tout ça. Et en fait, ça me fait un bien fou mentalement parce que je commence à me réaligner un petit peu. Et donc, vu que je suis un peu plus réalignée, eh ben, je commence à pouvoir me reprojeter dans des choses. Alors, ça ne sera pas avant, je pense, avril, mai, juin prochain, parce que le temps quand même de... Oui, mais ça te permet, ce temps-là te permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de comprendre aussi ce qui s'est passé, de planifier des choses sans aller vers les mêmes erreurs. Et c'est un temps qu'il faut savoir, en fait, c'est très difficile. C'est clair que ne serait-ce que l'acceptation et de s'avouer à soi-même que la petite voix qu'on avait entendue, ben, en fait, c'était le bon conseil quelque part, ou la bonne réaction, et en tout cas la véritable réaction qui positionne très clairement la situation dans laquelle on est. Voilà, on ne peut pas se planter, mais on l'écoute pas assez souvent et de manière C'est aussi super dur parce sincère. qu'il y a des Très interférences, à cette difficile, petite voix. Il y a des très interférences difficile. bah, comme je l'ai dit, peut-être d'identitaire, de valeurs aussi que nous, on se met, on se donne. Puis il y a des interférences extérieures, des notions de performance, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai eu peur de dire, bah là, en fait, j'ai pas la force d'aller concourir. Je veux bien courir, mais je veux pas concourir. Voilà. Et donc, oui, mais ça veut dire que je suis moins performante, du coup. Et donc, Ouais, si je suis moins ouais. performante, eh ben, peut-être qu'on va se dire, bah, je sais pas, ben, elle n'y arrive plus, etc. Mais c'est pas une question d'y arriver ou plus y arriver, c'est une question qu'à un moment donné, c'est pas ce que je dois faire pour que ce soit bien pour moi. Et ça, c'est super compliqué parce qu'il y a C'est aussi dur, hein, beaucoup l'équilibre. Hein. d'interférences extérieures, quoi. Trouver le fameux équilibre entre la vie perso, la vie sportive, la vie pro, toutes ces différentes vies qu'on peut avoir, la vie sur les réseaux, tout cet équilibre, c'est très très difficile à trouver. Et à quel moment, là je fais justement la bascule avec la prépa mentale, à quel moment la prépa mentale est arrivée dans ta vie et à quel moment tu t'es dit, bah, en fait, je vais l'intégrer dans mon domaine professionnel et accompagner des personnes dans cette prépa mentale. À quel moment c'est arrivé dans ta vie? Et c'est arrivé juste après le Covid, parce que pendant le Covid, ben, comme tout le monde, un peu, on s'est arrêté. Donc moi, je me suis arrêtée de travailler. Je voyageais beaucoup pour mon travail, hein. Donc là, il n'y a plus rien qui se passe. Et puis, je me rends compte que ce que je fais n'a pas forcément un sens. J'ai de plus en plus de mal à trouver, on va dire, les raisons pour lesquelles je fais ce travail. Et ça faisait quand même très longtemps que j'étais très attirée par les métiers de la psychologie en général, hein. J'aurais adoré à 18 ans, en sortie de lycée, me dire c'est psychologue que j'ai envie de faire et directement aller en fac de psycho. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ça fait longtemps que j'étais attirée par ça.
Et je me suis aussi rendu compte que moi aussi, je mettais en place toute seule des outils de prépa mentale et tout. Il y avait beaucoup de mes amis qui me demandaient aussi des conseils, etc. Et donc, pendant le Covid, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne reprendrais pas des études? Pourquoi je ne me ferais pas une année un petit peu différente? Et donc, je suis partie à la fac de Lille, hein, post-Covid, pour faire un an d'études en psychologie du sport et en préparation mentale. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, depuis, voilà, je suis des sportifs comme ça. Et c'est vraiment un tournant de vie post-Covid. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage sur la préparation mentale, c'est un petit peu comme faire du podcast, hein, parce que là on discute et accompagner des gens dans la préparation mentale, c'est aussi discuter, faire le 360 sur leur objectif. Et c'est passionnant, très clairement c'est passionnant, tu accompagnes des personnes, mais ça te fait aussi probablement du bien personnellement d'accompagner tous ces gens. Et ça c'est excellent. Est-ce que tu l'utilises, enfin, à titre perso? Est-ce qu'il y a des techniques, parce que la préparation mentale, ce sont des techniques d'accompagnement. Est-ce que tu l'utilises à titre perso? Est-ce que tu l'utilises naturellement? Quelle relation tu as avec la préparation mentale, mais sur ta propre personne? Ah oui, oui, j'utilise naturellement et ce depuis longtemps. On en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait sur Dans la tête d'un cycliste, hein. Moi, en tout cas, dans les courses, j'utilise énormément, je prépare énormément en amont au-delà de ce que je vais faire, hein, c'est de ce que je vais penser. Je le prépare vraiment en amont. J'utilise énormément l'imagerie mentale. On en parlait tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui a une imagination sans fin. Je suis capable d'énormément imaginer les choses. Et c'est marrant parce que dans toute cette période-là, dans ces derniers mois qui ont été très compliqués, je n'arrivais même plus à fermer les yeux et à imaginer courir. C'était un blackout total. C'est-à-dire que même mon imaginaire, il voulait plus. C'est marrant. Alors qu'avant, comme je l'ai dit, je pouvais m'imaginer gagner l'UTMB en dépassant Courtney de Walter. Voilà. Enfin, il n'y avait aucun souci. Mon imaginaire, il est hyper puissant. Alors que là, ces derniers mois, je n'arrivais même plus à imaginer ouais, quoi que ce soit. Donc, comme quoi, le corps et l'esprit est bien fait, hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est une technique que j'utilise énormément pour faire sauter les barrières, hein, parce que je dis tout le temps que quand on s'y voit pas soi-même, il n'y a personne qui s'y verra Ah, pour très soi. clairement, très clairement. Et donc, ça, j'utilise beaucoup. Et en ce moment, qui est dans une période, on va dire, un peu voilà, différente de ma vie de sportive, alors la prépa mentale, ça m'aide parce que en prépa mentale, on joue beaucoup aussi sur les cycles. La vie, comme le sport, c'est beaucoup de cycles. Et parfois, on se prépare très fortement à un cycle, mais on ne se prépare pas à d'autres. Donc, on va avoir des cycles hauts, des cycles bas, des cycles médiums, etc. Moi, je suis clairement dans un cycle qui est un peu plus bas. Mais si on prépare bien ce cycle et si on sait exactement qu'est-ce qu'on va en faire, ça nous permet d'accéder à un autre cycle derrière et à bien pouvoir aussi configurer le cycle qu'il y aura derrière. Et donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment dans me dire dans l'acceptation de ces cycles parce qu'il y a beaucoup de luttes qui se passent quand on n'est pas dans le cycle dans lequel on souhaiterait être. Enfin, je sais que j'en vois beaucoup, parce que j'en vois beaucoup en séance, qui sont dans la lutte tout le temps, dans le cycle dans lequel ils sont. Et il y a pourtant, moins on lutte, plus le cycle il va passer et plus le cycle il va nous permettre d'accéder à un autre. Et plus on est en bataille, plus on va rester dans ce cycle-là. Donc ça, j'utilise beaucoup de techniques pour pouvoir accepter ce cycle, etc. Alors ça va être beaucoup des techniques méditatives, etc. Et aussi des techniques organisationnelles. Dans le sens, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire de ce cycle plutôt, de me dire qu'est-ce que j'ai pas envie, quoi. Parce que là, au début, c'est oui, mais j'ai pas envie de pas pouvoir courir, et puis j'ai pas envie de machin. Ah oui, mais tu veux quoi, du coup? Tu veux quoi? Et en fait, si j'étais honnête avec moi-même, bah, je vais me reposer parce que je suis fatiguée. Donc je me suis dit, bah, repose-toi, parce que quand ça va repartir dans l'autre cycle, eh ben, tu vas repartir avec 5 entraînements, 6 entraînements par semaine, tu vas repartir avec des plannings de courses, etc. Donc, en fait, si c'est ce que tu veux, tu te reposer, alors fais-le pleinement. Le fais pas à moitié en disant, oui, je vais me reposer, mais je vais quand même faire mes 15 minutes d'abdos, hein, parce qu'il faut. Bah non, t'as envie. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en ce moment, et donc j'utilise beaucoup par l'écrit, notamment, je tiens vraiment des choses en me disant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, toujours, qu'est-ce que tu veux, me replacer dans ce que tu veux, plutôt dans ce que je veux pas, quoi. Et quand on avait fait cet épisode justement dans la tête d'un cycliste, il y a quelque chose qui nous a beaucoup marqué avec Camille Pic, c'est tu nous avais parlé de l'intention, c'est-à-dire qui on a envie d'être, quelle image on a envie d'avoir de soi-même, et si on part justement sur 2024, quelle est ton intention, Antea, sur 2024? Comment tu vois l'année à venir? Au moment où l'épisode est diffusé, on est déjà en 2024. Hein, là, au moment où on enregistre, on est encore en 2023. Mais quelle est ton intention sur cette année 2024 qui débute?
Mon intention, c'est d'être beaucoup plus honnête avec moi-même parce que je l'ai pas, avec le recul, je l'ai pas beaucoup pété, en tout cas cette année. Je savais au fond de moi qu'il y avait un truc qui allait pas, que j'étais fatiguée, j'avais plus très envie, mais j'étais pas On n'a très pas honnête voulu, avec ouais, moi-même. t'as Donc pas c'est voulu. vraiment Ouais, de ouais, me je dire, comprends. sois honnête. Et aussi, mon intention, c'est de replacer la fierté au cœur du sujet. Alors ça a été très dur à définir pour moi parce que j'arrivais même plus à mettre de l'intention dans ce que je faisais. C'est pour ça que je parlais de déconnexion. Et donc, je suis allée voir une hypnothérapeute sur Annecy, qui est très bien d'ailleurs. Et donc, on a fait une séance d'hypnothérapie. Et avant ça, on a beaucoup discuté, etc. Et donc, je lui disais tout ce que j'avais moi envie de ressentir aussi en termes de sensations, en termes d'intention. Donc, je lui avais dit tout. Puis après, on est rentré purement dans l'hypnothérapie. Et pendant là-dessus, la chose qui était le plus revenue, c'était la notion de fierté. Ça fait une éternité que je suis plus fière de ce que je fais. Je vais courir et je me dis, bah, c'est pas assez rapide, c'est pas assez bien parce que ce que je faisais avant, c'était mieux. Donc, Dans ce que tu décris en théâtre, tu as perdu totalement, je sais pas si on peut dire l'insouciance, mais on va dire, tu sais, cet état d'esprit où tu fais les choses et tu prends tout ce qui vient de manière spontanée, sans prise de tête, de manière bienveillante. Dans ce que tu décris, ça a basculé en tout est une contrainte quelque part. et oui, oui, c'est ça. Avant, peu importe ce que je faisais, C'était cool, c'était bien, ah ouais, mais ouais. j'étais trop fière. Franchement, j'étais là, mais c'est incroyable. J'ai hyper fière. J'avais cette espèce de truc enfantin de me dire, je suis trop fière, je suis trop contente, je suis trop fière. Et j'avais plus du tout. Et donc, mon intention, c'est vraiment de retrouver de la fierté dans chacun de mes pas, quoi. Et s'il faut reprendre, quand après ma convalescence de la cheville, s'il faut que je reprenne et que je cours à 6 minutes 10 km, j'ai envie d'être fière, en fait. J'ai envie d'être fière de me dire, ben, oui, mais tu es encore là et puis tu as réussi à traverser ça, donc sois fière de toi. Donc, mon intention, c'est vraiment d'être fière et de l'être pour moi ou pour les autres aussi, peu importe. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui me regarde dans les yeux et qui me dit, bah ouais, c'est pas ouf, mais j'irai dire, bah ouais, c'est pas ouf, mais je suis trop fière. Et donc, ça, c'est vraiment mon intention, c'est la personne que j'ai envie d'être, quoi. Mm. Bon, c'est cool en tout cas. Et est-ce que tu as déjà planifié certains objectifs? Alors, dans la période dans laquelle tu es, c'est peut-être pas forcément facile de positionner des objectifs, mais est-ce qu'il y a déjà un pré-calendrier qui s'est positionné pour toi? Est-ce que tu as peut-être déjà retrouvé une envie d'être présente sur un ou plusieurs départs d'épreuves sur 2024 ou 2025, hein? Ouais. Et c'est marrant parce que si tu m'avais posé cette question avant ma blessure, j'aurais pas su répondre tellement j'étais dans un blackout total. Vu que j'en suis un petit peu sortie grâce à cette blessure, ce qui peut paraître hyper Ouais, paradoxal, t'as relevé la j'ai tête, plus ouais, de t'as relevé la facilité tête. à me Plus de temps. projeter. Ouais, j'ai beaucoup plus. Donc oui, il y a des courses by UTMB qui me font envie. Ça, c'est sûr. Et puis surtout, ce que j'ai vraiment envie de faire l'année prochaine, c'est de tenter mon premier ultra-ultra, c'est-à-dire mon premier 100 miles. Voilà. Alors lequel, je ne sais pas encore parce que tout dépend de ma période de convalescence. Mais il y a clairement une envie D'aller voir d'aller. ce qui se passe. Ouais, D'aller voir ce qui se voilà. passe après 100 kilomètres. Ouais. Et du coup, vu que je l'ai jamais fait, c'est de le faire avec beaucoup de fierté, et puis avec de l'honnêteté, quoi. Parce que il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que si à un moment donné, je me dis, je suis pas sûre à 100% que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, ben, je le ferai pas. Alors qu'avant, je l'aurais fait quand même. Parce que Bon, j'étais dans ce truc-là. Donc voilà, je pense que j'irai chercher un 100 miles de l'UTMB, alors lequel je ne sais pas encore, mais ça, bon, en tout cas, on te visualise déjà tous en train de doubler Courtenay de Walter. ouais, ça n'arrivera jamais, hein, mais c'est ce que je dis tout le temps en séance. Je dis en fait, il n'y a personne, vu que c'est un jardin secret aussi, l'imagination, il n'y a personne qui peut t'en empêcher si vraiment tu as envie d'imaginer ça. Et sur ça, s'il y a un message que je peux faire passer, déjà, c'est oser imaginer ce que vous avez envie, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. Enfin, voilà, il y a aucun souci, hein. Il n'y a personne qui vous mettra en prison parce que vous avez imaginé ça. Donc, c'est un espace de liberté incroyable. Mm. Bon, c'est génial. En tout cas, tu m'as devancé, hein. J'allais justement te demander en cette fin d'épisode quel pouvait être le message à faire passer. Et tu l'as fait passer. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter, Antea, sur cette fin d'épisode, justement? Un Ouais, message plus c'est au particulier regard ou, de ce que le sport, enfin, où le sport m'a emmené cette année aussi, quoi.
Le sport, c'est quelque chose qui a construit ma vie. On l'a vu, on a parlé de mon parcours, ça a construit ma vie On a depuis déroulé le fil. petite. Ouais. J'ai toujours fait du sport pour me sentir bien mentalement, pour m'en sortir aussi, pour beaucoup de choses. Et à un moment donné, le sport a basculé dans la recherche de performance, que j'aime bien aussi, mais il y a un truc qui, à un moment donné, s'est complètement déconnecté et j'ai pas su, en tout cas à ce moment-là, Ouais, à recadrer, ouais. C'est Ouais, dur de voilà. trouver Et en fait, l'équilibre. j'ai Ouais. eu presque peur de le faire ou j'ai eu presque honte, si je vraiment avec le recul, de me dire, mais en fait, je suis plus sûre, j'y arrive plus, en fait. C'est pas vraiment ça. Donc, j'ai envie de dire, bah, si vraiment on sent ça, il n'y a pas de honte. Le sport ne fait pas qui l'on est, ne fait pas notre identité, ne fait pas notre valeur. Euh, il y a pas de juge qui va dire tu vaux plus ça ou tu vaux mieux parce que. Et donc, de replacer le sport pour ce que c'est. Hein. Le sport, c'est bouger son corps et c'est tout. Et rien de plus. Ça va pas changer notre vie. Même si demain on gagne l'UTMB, à vrai dire, ça changera malheureusement pas grand-chose à qui l'on est, aux gens qui nous aiment. Euh, Replacer le sport pour ce que c'est important aujourd'hui, surtout avec la frénésie dans laquelle on vit en ce moment. Ouais, clairement. Du trail, hein, c'est une frénésie incroyable. Donc c'est tant mieux pour le sport parce qu'il se professionnalise. Mais c'est aussi de replacer un petit peu l'église au centre du village, ce que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Donc voilà. En tout cas, un grand merci pour ce partage en toute sincérité, en toute honnêteté. Et donc, un grand merci pour ça. Et par rapport à ce que tu dis, la frénésie du trail, j'ai participé à une conférence à Lausanne, au Musée Olympique, il y a quelques semaines de ça, où le PDG notamment de Salomon était présent. Et ils expliquaient que le trail running était un sport jeune. Alors, moi qui ne le pratique pas, ça m'a pas choqué, mais disons que ça m'a interpellé en me disant, mais comment on peut classer ce sport dans un sport jeune alors que c'est un véritable carton? On voit l'UTMB commence à exploser. Alors, bien évidemment, l'UTMB, ça a 20 ans, hein, ça n'a pas été créé il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, c'est quand même, je trouve, un sport qui est déjà, moi, vu de l'extérieur, assez abouti. Toi qui es à l'intérieur, comment tu parlerais de ton sport? Est-ce que pour toi, c'est un sport jeune qui est en train de se construire? Est-ce que c'est un sport qui est bien établi? Quels seraient tes mots sur ça? Ah oui, c'est complètement un sport jeune dans le sens où avant, il n'était absolument pas professionnalisé. C'est-à-dire que ouais, voilà, il y a des gens qui couraient dans la montagne, très bien, mais ils n'étaient pas forcément encadrés, il n'y avait pas de professionnalisation par rapport à ça. Et ce qui est en train de se passer depuis quelques années, mais c'est vraiment récent, hein, je dirais 1 ou 2 ans, c'est une vraie professionnalisation du sport avec des moyens déjà financiers qui sont très gros, qui Par les sont en train marques? d'arriver, Ouais. alors qu'avant, il y avait très peu de moyens financiers. Et donc, ce qui fait que les gens se professionnalisent. Et c'est pour ça que tous les records sont battus les uns après les autres sur chaque course. Et qu'avant, je vais te donner un exemple concret, hein, quand j'ai ma dernière CCC, donc en 2022, je la cours en 14h40 et je fais 24e de la course. En 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, j'aurais fait top 3. Ouais, Pour te d'accord. donner une idée. Ouais, Et là, ouais, je suis ouais. 26e. Et c'est le classement féminin. Voilà. Donc, et chez les hommes, c'est encore plus. Ça va encore plus vite. Ouais. Donc oui, c'est jeune parce qu'avant, c'était quelque chose qu'on faisait comme ça et aujourd'hui, ça se professionnalise. Et il y a énormément de choses qui sont en train de bouger par rapport à ça. Et il y a tout qui va tomber, il y a tous les records qui vont tomber, on va courir encore de plus en plus vite, etc. Après, le côté un petit peu, on va dire, pervers de ça, c'est que c'est un sport qu'il ne faut pas sous-estimer. Et moi, je l'ai sous-estimé parce que j'avais cette naïveté de se dire quel est l'impact du trail running sur le corps. Pas l'impact, genre on peut se tourner la cheville, ok, il y a plein de sports, mais l'impact vraiment profond sur son organisme. On parlait du Red S tout à l'heure, par exemple. Il faut savoir que les sports d'ultra-endurance, et notamment Bien sûr. l'ultra-trail, si on n'est pas encadré de la bonne manière, et moi, j'étais un petit peu en colère cette année en me disant, j'ai pas été encadrée. On m'a pas dit que je devais manger 3 fois plus que ce que je mangeais. On Ouais, m'a ça pas déborde, dit hein, qu'il fallait faire très ci, on m'a clairement. pas dit qu'il fallait faire ça. Et donc, en fait, je me suis retrouvée cette année dans un état de fatigue extrême parce que mon corps, il était en souffrance, en fait. Je l'avais complètement épuisé. Pas parce que j'ai un trouble alimentaire, pas du tout. C'est parce qu'en fait, je ne lui avais pas donné assez à manger par rapport aux dépenses que je lui faisais faire. Ouais, Parce ouais. que, parce que j'avais aucune idée qu'il fallait manger 4 fois la portion de riz que ce que je mangeais habituellement, en fait. Donc, attention dans le sens où on veut Ouais, c'est toujours un intéressant. peu aller plus loin dans le trail et l'ultra, ça fait rêver.
mais ça a des conséquences non négligeables sur le corps, qui ont des conséquences en plus sur l'aspect psychologique, parce qu'un des symptômes de tout ça, ça va être ensuite après, des petites dépressions. Ouais, l'irritabilité, la fatigue, il y a déconnexion sociale aussi à un moment donné Ouais. qui peut arriver vraiment en dernier recours, mais il y a un impact sur la vie de tous les jours, la vraie vie, on va dire ça comme ça, avec l'entourage social, familial, qui va forcément être impacté très clairement, et tu fais bien de préciser ça. Donc voilà, je dirais que oui, c'est un sport jeune et donc ça part un peu dans tous les sens. Mais il faut être bien encadré si on veut en faire une pratique on va dire de haut niveau. Renseignez-vous, soyez bien encadré. Parce qu'à un moment donné, il y a des bas qui vont arriver. Alors, il y a des gens qui sont plus sujets à ça que d'autres, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins performants, qu'ils sont plus nuls, c'est qu'il y a des organismes qui sont plus sujets au fait qu'à un moment donné, ça va puiser tellement loin que ça s'arrête. Bon, ben voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont une marge, on va dire, de manœuvre qui est plus grande. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de recul sur ma pratique dans le sens où plus jamais mon sport me rend malheureuse, physiquement Ouais, et c'est la mentalement. barrière, c'est la C'est ma limite, barrière. c'est la Ouais. limite. Ouais. Un grand merci pour ce partage, Antea. C'était vraiment un bon moment. Je pense que tu recevras également des messages de la part des auditeurs. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu réponds? Bon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Antea Join, il n'y a pas de souci si vous avez des questions, que ce soit sur le trail ou sur la prépa mentale, avec plaisir, j'y répondrai. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour cette année 2024 qui va bientôt débuter au moment où on enregistre, mais qui a déjà débuté au moment où l'épisode va être diffusé. Donc plein de belles choses sur 2024. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un événement de trail, pourquoi pas. Et en tout cas, on va suivre ton parcours avec grand intérêt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.